démocrates africains, les amis qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier. Et nous tenons à vous souhaiter un bon dimanche. Et nous sommes bien le 28 janvier 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Afrique, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Bon, nous allons décrypter sur deux choses. Premièrement, la situation des deux Congos, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Et puis, nous allons vous donner quelques informations. Chers amis, vous savez, le margouillat, tout le monde connaît le margouillat. Le margouillat est capable de se régénérer toutefois que cet insecte arrive à changer sa queue, vous voyez. Donc le margouillat a ses capacités de pouvoir se régénérer, de se redonner la force quand il arrive à changer sa queue. Nous savons aussi que le margouillat, si vous voyez le margouillat faire la tête à un corbeau, ça veut simplement dire qu'il y a un arbre à côté qui permet à ce corbeau, qui permet donc au margouillat de s'échapper du corbeau ou de se cacher du corbeau. La situation pour les pays africains, notamment, excusez-moi, pour les deux Congos, nous le savons, nous faisons face à deux dictateurs, deux reptiliens. Excusez-moi, je veux juste diminuer le son. Voilà. Nous faisons face à deux dictateurs, à deux criminels qui sont en train de détruire les vies des populations dans ces deux pays. La République du Congo, donc ce que nous appelons le Congo-Brazzaville, et la République démocratique du Congo. Pour le premier margouillat, qui est l'espèce reptilienne de Sassou Nguesso, on va vous démontrer c'est quoi l'arbre. Si vous voyez Sassou se met à emprisonner Mokoko, Okombi Salissa, Paulin Makaya qui a épurgé sa peine de prison, mais qui est toujours en prison, Libongo Ngoka, Fortuné Ndombe, Jean Gwabi et tous ceux dont nous n'avons pas pu citer, parce que là nous avons l'habitude de citer ces gens de prisonniers, parce que vous voyez bien que ce margouillat, ce reptilien, a bien un arbre qui assure sa protection. Et cet arbre lui assure la protection sur deux plans. Le plan politique, le soutien politique, le soutien militaire et le soutien économique. On va vous le prouver. Tout à l'heure, permettez-nous de tourner la caméra et nous allons tous écouter l'arbre qui protège le margouillat Sassou de tous ces crimes qu'il est en train de commettre au Congo, que ce soit des crimes du sang, des crimes économiques. Et nous allons tout de suite tourner la caméra pour vous faire passer cette petite vidéo. Vous aviez ici Bertrand Kochiri, excusez-moi, Bertrand Kochiri, qui est l'ambassadeur de l'actuel ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Bon, nous allons simplement écouter ce que Kochiri est allé faire chez Sassou et nous allons réellement écouter quel est le soutien que la France apporte à cet homme au niveau du Congo. Reçu au Palais du Peuple ce 27 novembre, Bertrand Kochiri est venu réitérer l'engagement de la France à soutenir le Congo afin de conclure le programme de financement engagé avec le Fonds monétaire international. Bon, voilà. Les amis, en écoutant, vous entendez bien que Bertrand Kochiri vient voir Sassou Nguesso pour lui rassurer du soutien de la France sur les engagements que le Congo s'est entamé avec le Fonds monétaire international. Donc vous voyez que nous avons là un premier parallèle du margouillat qui fait la gueule au corbeau parce qu'il y a un arbre qui est à côté. Et donc cet arbre qui assure la protection du margouillat, puisque le margouillat a la facilité de pouvoir s'éclipser entre les griffes du corbeau ou le bec du corbeau pour se protéger autour de l'arbre. Vous voyez ici, la France vient, donc Kochiri vient rassurer Sassou que le Congo, mais on ne peut pas dire le Congo, parce que les 99% des Congolais ne sont pas pour ce prêt que le Fonds monétaire international veut vouloir donner à Sassou, à l'individu Sassou. Il faut le dire. Il faut le dire que l'individu Sassou ici représente un gangster, un margouillat, un reptilien qui a pris le Congo en otage
qui a confisqué les finances du Congo, qui a confisqué les libertés et qui est en train d'emprisonner des cadres de ce pays. Nous parlons ici du général Jean-Marie Michel Mokoko, le général du peuple qui était parmi les gagnants de l'élection présidentielle de 2016. Nous parlons ici de Paulin Makaya, qui était un opposant, qui a épurgé sa peine de prison, mais qui est toujours resté en prison jusqu'à ce jour. Nous parlons ici de Okombi Salissa, qui était aussi candidat à l'élection présidentielle de 2016, mais qui aujourd'hui se retrouve en prison. Nous parlons ici de Libongo Ngoka, et qui était juste quelqu'un qui a soutenu le candidat Jean-Marie Michel Mokoko, mais qui se retrouve en prison. Nous parlons ici aussi de Jean Gwabi, qui, du fait d'avoir soutenu le général Mokoko, qui se retrouve en prison. Nous parlons ici du journaliste Fortuné Ndombe, qui a juste rédigé un article en ce qui concerne le révérend pasteur Ntoumi et qui se retrouve en prison. Donc vous voyez que la liste elle est longue, sans compter tous les jeunes qu'on est en train d'arrêter de gauche à droite, tous ceux-là qui se sont opposés farouchement au régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Mais vous avez là entendu la France qui envoie son représentant, donc celui qui représente le président de la France au Congo, qui est allé donc rassurer à son préfet Sassou Nguesso que la France s'engage à soutenir le Congo, donc à avancer le dossier du Congo au niveau du Fonds monétaire international. Donc vous voyez que le complot dont nous faisons allusion ici, le complot international, que les crimes qui sont en train de se commettre au niveau du département du Pôle, le génocide qui est en train de se commettre au niveau du département du Pôle, reçoit bien le soutien. C'est-à-dire que Sassou reçoit bien ici le soutien de la France, qui lui donne même l'autorisation de continuer à commettre ces crimes dans le département du Pôle, parce que vous voyez bien que Sassou qui a pillé l'économie du Congo, mais la France, d'une manière officielle, parce que là vous voyez, là, les preuves parlent d'elles-mêmes, la vidéo qui démontre que la France envoie son ambassadeur pour aller donc soutenir Sassou dans cette démarche qu'il est en train d'entreprendre avec le Fonds monétaire international. Donc nous allons écouter encore ce que Kochiri, que nous pensons qui représente un autre criminel de la branche armée de la France en Afrique, et nous allons écouter encore ce que Kochiri va nous dire ici. Voilà, donc on va rappeler au chef de l'État cet engagement de soutien de la France auprès du Congo pour faciliter le travail et le dialogue avec le Fonds monétaire international. Redire quelle était l'approche française pour le travail avec le Fonds monétaire international, redire notre disponibilité, notre expertise qui est prête à servir pour aider le Congo. L'ambassadeur de France en République du Congo et le chef de l'État ont également abordé les questions relatives au 5e sommet Union africaine. Bon, voilà, chers amis, nous tous entendus, parce que c'est la partie qui était nécessaire pour moi de vous faire passer. C'est cette partie qui dit soutenir le Congo. Mais nous savons que Sassou n'a eu que 8% des voix, donc on peut dire 92% des Congolais ont dit non à Sassou. Et Sassou a volé l'argent du Congo. Sassou a volé avec toute son équipe. On a parlé autrefois de l'argent des générations futures. On parlait minimum 14 000 milliards qui se retrouvaient à la BAC, à la Banque des États des économies de l'Afrique centrale. Tout cet argent a complètement disparu. Cet argent a été volé par Sassou. Sassou lui-même, lors de la campagne de 2016, il a bien parlé de l'argent des générations futures. De cet argent existe bien, vous voyez. Mais à ce jour, le Congo se retrouve en banqueroute. En une fraction, on peut dire que quelques mois seulement après, le Congo se retrouve en banqueroute. Le Congo se dirige vers le Fonds monétaire international pour aller chercher à s'endetter. Mais nous ne comprenons pas pourquoi la France va envoyer son officiel, donc celui qui représente M. Macron au niveau du Congo, pour aller soutenir Sassou dans cette démarche. Vous voyez, c'est de ça que nous parlons. Un complot international, un complot qui est contre le Congo. Et malgré que Sassou est en train de commettre les crimes de sang au niveau du département de Pôle, vous voyez que Kochiri soutient Sassou, soutient ce régime criminel et dictatorial. Et nous, en tant que ceux qui réfléchissent, nous ne pouvons plus continuer à avoir ça. Voilà pourquoi nous dénonçons. Ça, c'était le soutien du point de vue financier. Le soutien, là, nous allons maintenant passer vers le soutien militaire que le Margouya reçoit de la part de la France. Bon, donc permettez-nous de tourner la caméra encore et nous allons passer de l'autre côté pour écouter réellement quel est le soutien militaire que le Margouya reçoit de la part du colonisateur, du colon
qui est la France, qui protège Sassou. Bon, voilà. Allez, on est... Renforcer ses capacités, comme a demandé d'ailleurs le président de la République, c'est une de ses directives, renforcer les capacités et l'organisation de la force publique pour l'année 2018. Et donc... Bon, vous avez bien entendu ce que cet officier français est en train de dire. Les recommandations du président de la République, et qui est le président de la République de France, M. Emmanuel Macron. Vous voyez, de renforcer le soutien militaire et technique du Congo-Brazzaville, l'assistance militaire du Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Parce que nous allons d'abord continuer avec la vidéo et puis nous allons passer à ce commentaire. Bon, voilà. Que la France sera présente évidemment aux côtés du Congo pour l'aider dans cette tâche. Africain, peuple du monde entier, nous allons encore écouter ça. C'est très nécessaire. Nous allons encore écouter ça. Nous allons encore écouter. Allez, on tourne et on va écouter en intégralité ce que cet officier français dit ici. Renforcer ses capacités, comme a demandé d'ailleurs le président de la République, c'est une de ses directives, renforcer les capacités et l'organisation de la force publique pour l'année 2018. Et donc la France sera présente évidemment aux côtés du Congo pour l'aider dans cette tâche. Nous avons tous entendu renforcer les capacités militaires, le soutien militaire au régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Le margouillat a encore là un autre arbre. Cette fois-ci, l'arbre, c'est un arbre solide, l'arbre militaire, l'arbre qui l'équipe, l'arbre qui le protège. Pourquoi donc M. Macron a donné des directives, parce que vous avez tous ceux qui ont entendu, cet officier vient de dire, les directives du président de la République pour soutenir le Congo militairement. Le peuple congolais est debout contre un régime criminel et dictatorial qui tue, qui n'a jamais gagné les élections. La diaspora dans son ensemble de tout le pays sont en train de chercher des voies et moyens, que ce soit les voies armées, de voies de paix, de négociation, pour briser ce noyau qui est en train de détruire les populations au Congo-Brazzaville. Donc la France, qu'est-ce que la France fait? La France donc simplement se décide de baliser, de baliser pour pouvoir assurer la protection du noyau du caucus qui brise des vies, l'économie du Congo-Brazzaville. Et donc vous voyez, dans le côté France, nous parlons ici de ces entreprises qui s'exercent au niveau du Congo, que Sassou Nguesso a simplement donné le pétrole congolais gratuitement à l'entreprise Total. Et donc, quand on parle de l'entreprise Total, nous parlons ici de la France. Donc vous voyez que la France représente le bras armé qui soutient Sassou au Congo-Brazzaville, puisque vous venez là d'écouter cet officier français qui venait de le déclarer, que les directives du président de la République française. Donc c'est une façon de dire aussi aux Congolais ici, tous ceux qui nous parlaient, oui, Macron, qui couraient, qui ont perdu leur temps pour pouvoir élire ce monsieur, mais en réalité, ce jeune homme est venu pour s'auto-détruire, pour s'auto-détruire l'Afrique d'une manière générale. Quand ce monsieur nous parle des programmes de la jeunesse africaine, ils s'en foutent éperdument. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour éclairer les jeunes Africains, pour qu'ils puissent comprendre que vous ne pouvez pas compter sur qui que ce soit. Vous voyez, chers amis, vous ne pouvez pas compter sur qui que ce soit. Vous devez compter sur votre propre effort afin de pouvoir lutter, résister et éventuellement libérer vos États. Donc vous voyez que le margouillat a un soutien politique par un soutien financier de la France, parce que la France est en train d'utiliser toutes les cartouches possibles pour permettre au Fonds monétaire international de donner encore de l'argent. Ici, il s'agit ici de pouvoir souligner à tout le peuple congolais que la France a déjà joué à ce jeu en 2010, quand ils ont eu à classifier le Congo parmi les PPTE, c'est-à-dire que pays pauvre très endetté, qui a permis donc d'effacer la dette du Congo. Quasiment 60% de la dette du Congo avait été effacée. Mais vous voyez que pendant cette période, le Congo a fait d'énormes quantités de production du pétrole. Et pendant cette période, le boom pétrolier était tellement énorme, le coût du baril était tellement juste
avait atteint jusqu'à 120 $ le baril. Le Congo a fait d'énormes revenus, des recettes, mais tout à coup patatras, comme on dit, le Congo est en banqueroute. Et vous voyez, cette même France revient encore pour que le Congo parte s'endetter auprès du Fonds monétaire international. Et la même France est en train de soutenir que le Congo parte sur ce chemin. Vous comprenez? Mais en réalité, ce n'est pas le Congo. La France est là pour soutenir un individu. Sauver un individu, ce n'est pas sauver le Congo. Sauver un clan, une famille. Et vous voyez que ces mêmes stratégies qui consistent à maintenir cette famille au Congo, ça veut seulement dire que la France a déjà choisi, le cas où Sassou mourrait aujourd'hui, et c'est simplement la France qui venait encore pour installer un membre de la famille Nguesso au pouvoir, comme ils l'ont fait au Gabon, comme ils l'ont fait au Togo, comme ils l'ont fait dans plusieurs pays africains, comme ils ont aussi installé Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais là encore, c'était le bras armé par la force. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes là pour éveiller la conscience. Hein. Nous présentons ces vidéos à tous ces grands leaders, à tous ces leaders qui ont été à Davos, à tous ceux-là qui sont allés, vous voyez, vendre leurs États dans le sens où faire la publicité de leurs États afin de permettre aux grandes entreprises de venir s'investir dans les États. Donc, nous ne venons pas ici pour dire de n'importe quoi, nous vous apportons des preuves comme des vidéos pareilles pour que vous puissiez entendre de vous-même ce témoignage qui sort de la bouche des représentants de la France en Afrique. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous le disons, le margouillat qui est Sassou, le reptilien de la mauvaise espèce, le dinosaure, malgré qu'il est en train de tuer, tous ces crimes sont protégés par son arbre, l'arbre qui est la France. Parce que Sassou demeure le joker de la France. Pourquoi Sassou est le joker de la France? Parce que Sassou écoute toutes les instructions. On lui dit de massacrer le peuple, Sassou le fait. On lui dit de donner le pétrole gratuitement. Il le fait, il donne le pétrole. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui, la France est obligée de soutenir tous ces reptiliens de la mauvaise espèce. Hein, la France demeure l'arbre qui couvre tous les crimes économiques. L'arbre qui couvre tous les crimes de guerre, l'arbre qui couvre tous les génocides commis par des gens comme des Sassou. Vous voyez, ça c'était le cas Sassou. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons tous vu les catholiques qui sont sortis, menés par un mouvement de pouvoir sortir Kabila, qui est rwandais, il faut le dire, hein, ça il faut plus le nier, qui est rwandais, le sortir. Pourquoi il veut le sortir? Parce que les catholiques ont été ceux qui ont réussi à mener les partis, la société civile, l'opposition, ceux qui sont dans le pouvoir, à un accord, ce qu'ils ont appelé l'accord de Saint-Sylvestre, qui s'était effectué, je crois, en 2015, et l'accord donc demandait qu'on arrivait en décembre 2016 pour aller aux élections. Malheureusement, Kabila n'a jamais organisé les élections. Il a réussi à obtenir une extension d'une année, donc ça a été accordé. Et donc, le 31 décembre 2017, Kabila a perdu toute légitimité. Donc vous comprenez bien qu'en République démocratique du Congo, le pouvoir est vacant. Mais comme nous faisons face à des brigands qui sont là pour faire pleurer les populations, pour taper les populations, les gens là, qu'est-ce que les gens là font? Ils vont juste confisquer le pouvoir. Ils ont donc confisqué le pouvoir militairement par le bras armé, par le bras de la force. Le même cas s'est produit au Congo. Kabila est conseillé par Sassou, puisque Sassou a même envoyé ses mercenaires en République démocratique du Congo pour l'aider à mater les amis de la République démocratique du Congo. Donc Kabila s'est simplement décidé de se contenir au pouvoir par la force. Ce qui est encore très grave, c'est que cette communauté internationale a la bouche hermétiquement fermée. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent éperdument de nous qui revenons de l'Afrique subsaharienne, nous qui avons cette peau noire, nous le Bantou, parce que nous sommes tellement bêtes. Dans nos cœurs, nous passons tout notre temps à prier, à aller dans les églises pendant qu'on est en train de piller les richesses de nos États. Pendant que les multinationales sont là en train de piller avec des gens qu'ils ont décidé d'installer au pouvoir, des gens qu'ils ont décidé de supporter. Nous passons tout notre temps dans des veilles de prière à penser que Jésus-Christ va descendre. Chers amis, le Jésus qu'on vous a présenté là n'existe pas. Il y a un Dieu qui existe.
le créateur qui existe, mais toute liberté doit passer par l'effort de l'homme. Toute réussite doit passer par l'effort de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, le tout ne dépendra que de vous. Vous savez, chers amis, notre Premier ministre, Justin Trudeau, il y a quelques semaines, il était au Québec. Il a tenu ce que nous appelons ici des town hall meetings, donc une conversation avec des citoyens du Québec. Et il a l'habitude de le faire. Il était ici en Ontario, dans la ville qu'on appelle London, et surtout que pendant que nous approchons des élections, ils vont pouvoir le faire. Il a dit ceci, c'est parce que j'étais en train de chercher la section de la vidéo. La vidéo était tellement longue, aussi bien que ça m'a passé un peu du temps, je n'ai pas pu, mais prochainement je vais présenter cette section. Il a dit, je veux paraphraser ce que M. Trudeau a dit. Il a dit, on dit souvent que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais il a dit que non, moi ma vision n'est pas comme ça. Pour moi, la jeunesse est l'avenir de maintenant. C'est maintenant que ça doit se faire. Les jeunes doivent s'engager maintenant dans leur pays pour chercher le développement, le épanouissement de leur pays. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Vous voyez, ça c'est la vision du Premier ministre canadien. Il a dit, les jeunes doivent s'engager maintenant. L'avenir de demain, non, 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 pour moi ça ne marche pas. C'est maintenant. Il faut que les jeunes s'engagent, les jeunes doivent chercher des voies et moyens. Et moi je vais donc utiliser ces phrases-là pour dire aux jeunes Africains, vous qui attendez Jésus demain, là, vous êtes en train de passer votre temps pour rien. C'est maintenant ou jamais que vous devez chercher la libération. Comment chercher la libération? C'est de combattre les régimes criminels et dictatoriaux de face. Il y a des gens qui tomberont. C'est ça le prix à payer d'une révolution. Il faut que ce soit des soulèvements populaires. Des soulèvements populaires. Les marches que vous organisez d'un point A à un point B ne servent plus à rien. Il faut que vous sortez en masse, vous restez là des jours et des jours et des jours. C'est ça qui fera partir ce régime criminel et dictatorial. Vous occupez les lieux stratégiques en masse. Par exemple, le Parlement de la République démocratique du Congo. Vous sortez, vous êtes là. Vous ne bougez pas d'un iota. Et un jour, vous décidez tous ensemble d'avancer vers la présidence, d'aller récupérer le pouvoir ensemble. Il y a des gens qui tomberont. Mais je vous garantis, la ville de Kinshasa, c'est au moins 15 millions d'habitants. Si vous vous imaginez que vous avez affaire à 5 millions des amis de la République démocratique du Congo qui sortent ensemble, en bloc, en masse, qui sont en train de marcher pour chercher la libération, aller récupérer le palais du Parlement de la République démocratique du Congo, aller récupérer la présidence de la République démocratique du Congo. Il y a de ceux qui vont tomber, mais je vous garantis que 2 millions arrivera pour aller capturer ces gens-là avec le commun. Et de la même façon, nous demandons à tous les peuples du Gabon de faire autant, de ceux du Congo de faire autant. Vous voyez, le Margouya Kabila est sorti, venir se moquer des amis de la République démocratique du Congo. Avec sa barbiche de mouton, il sort. Vous voyez, il devient le Jules César. Il critique même votre Jésus pour dire que votre Jésus ne faisait jamais partie de la Commission nationale électorale indépendante. Vous voyez, donc, c'est simplement dire que ce Margouya a un support quelque part qui le pousse à dire tout ce qu'il est en train de dire. Il est confident que l'arbre est là à côté pour le protéger. Mais l'arbre là, c'est quoi? Les multinationales. L'arbre là, c'est quoi? Ce sont les grands pays, des grands pays occidentaux. L'arbre là, ce sont quoi? C'est quoi? Ce sont des grands leaders qui ne visent que les intérêts. Mais pour arriver à couper les arbres, il faut donc atteindre les antennes qu'ils ont placées dans nos États. Donc, des reptiliens, le Margouya Sassou, le Margouya Kabila. Comment allez-vous arriver à atteindre le Margouya Kabila? C'est en étant ensemble, en formant un bloc, en formant une puissance et de marcher ensemble dans le contexte de soulèvement populaire. C'est seulement comme ça que nous allons arriver à effacer. Oui, la France soutient Sassou, on va s'en foutre éperdument de la France. Nous, si nous arrivons à couper la tête de Sassou, à couper à briser tout le noyau qu'il a formé autour de nous, le noyau militaire, le noyau politique, nous couperons en ce moment-là la France, vous voyez. Et la France ne pourra plus jamais faire ce qu'ils sont en train de faire. Le Rwanda l'a fait, vous voyez, chers amis. Les Rwandais se sont tournés du côté américain. Bon, là encore, on va dire oui, mais ça c'est notre... Mais ce qui est vrai, chers amis,
nous devons toujours avancer avec des partenaires qui sont prêts à partager avec nous. Des partenaires qui sont capables de venir nous donner un peu, au lieu des partenaires qui viennent tout prendre, rien nous laisser. Des partenaires qui nous aident même pas à développer nos États. Nous pouvons penser que oui, le Rwanda s'est tourné du côté américain, mais il y a quand même eu un feedback, comme on dit, il y a eu un feedback, c'est-à-dire un retour qui s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, plein de Rwandais travaillent. Aujourd'hui, la ville rwandaise devient une ville des technologies. Aujourd'hui, l'économie du Rwanda est en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous voyez des Rwandais qui sont confidents et confiants de leur pays. C'est cela, chers amis. On a tissé du partenariat avec des amis qui sont aussi venus investir chez nous, des amis qui nous aident à développer nos États. Aujourd'hui, si vous essayez de voir la propriété des villes rwandaises est une fois supérieure dans nos pays. Vous voyez, chers amis. Donc, nous ne disons pas que nous devons nous mettre à travailler nous-mêmes. Nous aurons toujours besoin de l'expérience des partenaires qui sont prêts à travailler avec nous dans le partage de nos richesses, dans le partage égal, en nous aidant à développer nos universités, nos écoles, nos villes, notre façon de penser, à nous aider à construire nos États dans du solide. Vous voyez, chers amis, les Rwandais l'ont fait. Pourquoi le Rwanda a fait? Parce que le Rwanda a compris que la France est là seulement pour amener la discorde, les confusions. La France est là seulement pour venir prendre ce qui nous appartient. Vous mettre en contradiction. Vous allez vous battre, ils donnent les armes à ceux-là. Parce qu'il faut le dire que les Français l'ont déjà fait en 1997, en ramenant Sassou Nguesso au pouvoir, en supportant Sassou, parce que Sassou leur a simplement donné gratuitement le pétrole congolais. Et là encore, vous venez de voir, l'argent du Congo a été pillé, protégé par la même France, et qui avait déjà aidé ce même Sassou en 2010, revient encore pour pouvoir l'aider, alors que Sassou a le cash à l'heure où nous sommes en train de parler. Il y a plusieurs vidéos qui circulent. On nous a montré les bunkers de l'INE Sassou Nguesso, là-haut, des malles et des malles d'argent qui sont là, mais on veut encore aller prendre un prêt. Mais le prêt, ce n'est pas le Congo. Vous voyez que la France veut la sauver un individu, une famille, et non le peuple. Et nous, en tant que jeunes Africains, nous nous sommes dit, ben, nous allons mourir en disant la vérité. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de pratique. C'est-à-dire que une race se met au-dessus des autres races. Et ça, nous, certainement, on est noir de peau. Personnellement, je suis noir de peau, mais à l'intérieur de moi, je n'ai aucune couleur. Pourquoi? Parce que nous naissons tous nus. Nous venons tous sur cette terre, nous naissons tous nus. Personne n'est né avec des habits. Personne n'est né avec la richesse. Personne n'est né avec tous ces biens matériels. Nous venons tout trouver sur cette terre que Dieu a créée. Vous voyez? Et nous ne pouvons pas accepter qu'une race se croit au-dessus des autres. Nous ne pouvons pas accepter qu'une race se met à nous piétiner comme si nous n'étions pas des êtres humains. Et nous sommes décidés donc de combattre cela, de combattre ces mauvaises pratiques, de combattre ces méthodes qui consistent à venir prendre et surtout encore à détruire la vie des autres. Parce que la vie, elle est précieuse, c'est Dieu qui nous donne cette vie, c'est Dieu qui veut que nous puissions venir sur cette terre. Je n'ai jamais choisi d'être né noir. Certainement, ceux qui sont jaunes n'ont jamais choisi d'être nés jaunes. Ceux qui sont nés blancs n'ont jamais choisi d'être nés blancs. Vous voyez? Mais c'est la nature qui veut que nous soyons comme ça. Et nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, des groupes se forment, une race se croit supérieure. Donc vous voyez que nous revenons ici au cas de Hitler, la race aryenne qui veut être supérieure aux autres, c'est-à-dire l'être noir n'a pas de valeur, on peut aller massacrer, on peut aller créer des génocides en Afrique. Et dans leur organisation qu'ils ont créée, des Nations Unies, la communauté internationale, on n'en parle pas, on s'arrête au niveau des déclarations. Vous voyez, chers amis, vous voyez, je suis en train même de chercher ça. Je veux publier ça, je cherchais ça, je veux publier ça dans mon mur. M. Macron avait interpellé M. Trump pour rappeler à M. Trump que si aujourd'hui l'Amérique est devenue l'Amérique, parce qu'il y a eu des Européens, donc des Français, qui se sont battus pour que l'Amérique devienne l'Amérique aujourd'hui. Mais nous aussi, nous voulons rappeler à M. Macron qui donne les instructions à ces militaires français d'aller protéger Sassou, d'aller soutenir militairement Sassou, qu'aujourd'hui, si la France est devenue ce qu'elle est, c'est parce que les Africains se sont battus. Il y a eu des tirailleurs africains qui sont partis pour libérer la France.
Vous voyez, chers amis. Aujourd'hui, si la France est devenue ce qu'elle est, parce que la France a profité des économies, hein, des matières premières de l'Afrique. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes dans une autre génération, nous avons une vision. Vous avez des intérêts économiques que vous êtes en train de regarder, mais nous avons aussi des populations à sauvegarder. Les plus faibles, nous devons les protéger. Les plus démunis, nous devons les protéger. Pourquoi vous, chez vous, en Occident, vous parlez de la démocratie et vous ne voulez pas que cette démocratie soit pareille à ce qui se passe chez nous? Vous supportez des hommes qui volent, des hommes qui tuent des populations. Vous voyez le discours de M. Trump à Davos. Ça a été un discours fort que j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein? Un leader doit d'abord penser à son pays, de côté patriotique. Il a dit. Et les gens veulent nous parler du protectionnisme américain. Mais non, tous les leaders que nous avons vus à Davos, tous ceux-là, ils ont publicité leurs États. Que nous parlons du Premier ministre canadien, il a publicité le Canada parce qu'il a voulu que des investisseurs viennent au Canada. Ça fait le bien du Canada. Que ce soit le président français, il a parlé du bienfait de la France pour permettre aux investisseurs de venir en France. Le président américain a dit la même chose. Mais pourquoi quand le président américain parle du bienfait de l'Amérique, demander que des gens viennent investir de lui, on commence à le traiter de pro-américain et du protectionnisme américain. Vous voyez, chers amis, le discours de M. Trump, je l'ai aimé parce qu'il donne la responsabilité à un leader de penser d'abord à ses citoyens, de construire des États. Et il a dit, le partage de la richesse nationale est très important parce que ça permet l'équilibre dans la société de ces États-là. Et les Américains sont en train de le faire. Pourquoi chez nous, nous avons des gens comme Ali Bongo qui est en train de massacrer à la place de pouvoir investir dans son pays? Il massacre les Gabonais. Il détruit la vie des Gabonais. Il pille l'économie des Gabonais. Au Congo-Brazzaville, vous avez Denis Sassou Nguesso qui pille l'économie du Congo-Brazzaville, qui tue les Congolais. En République démocratique du Congo, vous avez un homme qui pille l'économie, qui tue les gars de la République démocratique du Congo. Vous voyez au Burundi, vous avez Nkurunziza qui est là, qui pille l'économie, qui tue. Et ainsi de suite. Et cette communauté internationale ne s'arrête qu'au niveau des déclarations. Oui, nous appelons à l'apaisement, alors que vous connaissez la vérité. Non, chers amis. Nous sommes nés noirs, mais à l'intérieur de nous, tous, nous avons la même couleur. Le sang que nous portons, que vous soyez rouge, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez vert, que vous soyez jaune, est de même couleur. C'est le sang rouge. Alors pourquoi une race veut vouloir dominer les autres? Alors, une race qui sélectionne des créatures, des reptiliens pour que ces gens-là continuent à dominer. Vous voyez, chers amis. Permettez-nous, chers amis, nous allons encore chercher une autre vidéo que nous allons, je ne sais pas si on va réussir à le trouver, parce que c'est très nécessaire de pouvoir montrer tout ce que nous sommes en train de faire ici. Non, chers amis, il y a des moments où on a des frissons quand on fait ces vidéos, parce que nous ne faisons pas ces vidéos pour le plaisir de le faire. Vous voyez? La démonstration que je venais de faire pour le Congo-Brazzaville, pour la République démocratique du Congo, vous avez des marabouillards qui font la gueule au corbeau parce qu'il y a un arbre à côté qui les protège économiquement, militairement, qui leur donne le support, ce parapluie militaire. C'est la même chose. Aujourd'hui, le parapluie que des gens comme Denis Sassou Nguesso a, des gens comme Ali Bongo a, des gens comme les Joseph Kabila a, c'est des parapluies militaires, des parapluies économiques, au travers les bases militaires que la France a installées en Afrique. Vous voyez? Si nous cessions de voir seulement cette région d'Afrique subsaharienne, vous avez une base militaire française au Gabon, vous avez une base militaire française au Mali, vous avez une base militaire française au Tchad, et là encore, on parle de Niamey, une deuxième base, une quatrième base militaire au Niamey. Mes chers amis, réfléchissons. On ne peut pas venir nous imposer ces genres de bases parce que ces bases sont là pour surveiller vos économies, pour piller vos économies. On a déjà dit que ces bases sont là, non pas seulement pour protéger les intérêts de la France, mais aussi faire l'exploration de nos minerais. Une fois que les minerais sont trouvés, vous verrez que ces pays que nous citons deviennent des sources des troubles politiques, des troubles économiques, des zones de conflits. Non, chers amis, nous ne pouvons plus continuer sur deux modèles. Nous sommes devenus
au XXIe siècle, nous pensons que nous faisons face à une nouvelle jeunesse qui, aujourd'hui, veut parler du partage de la richesse nationale. Nous n'avons jamais dit que nous sommes contre toute exploration de la France, toute exploration américaine ou britannique. Mais nous pouvons bâtir sur le partenariat économique. Le partage à égal, même si on ne dit pas que le partage à l'égal, mais au moins dans l'assistance de la construction de nos États. Aujourd'hui, quand nous essayons de voir le partenariat que le Rwanda a eu à faire avec les Américains, c'est un partenariat positif. Vous voyez, on ne voit pas seulement que l'exploration des minerais, mais on voit aussi le retour à l'investissement. On voit aussi que les multinationales qui profitent aujourd'hui du minerai des Rwandais, ils sont aussi en train d'investir sur place. Et ça permet de faire fonctionner le côté économique, le côté social de nos États, éventuellement aider à l'épanouissement de l'Afrique, éventuellement aider au développement de l'Afrique. Vous voyez, c'est cela que nous demandons que ça se passe au Gabon, que cela que nous demandons que ça se passe au Congo-Brazzaville, c'est cela que nous demandons que ça se passe en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Tchad, en République centrafricaine, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, nous ne sommes pas contre les investissements étrangers dans nos États, mais nous voulons qu'il y ait un respect de l'être humain, les droits de l'homme, il faut que ça soit respecté. Mais on ne peut pas accepter que des margouillas, des reptiliens qu'on a placés parce qu'ils ont l'arbre à côté qui leur protège économiquement, militairement, et que ces margouillas se mettent à emprisonner. Vous voyez, ces margouillas se mettent à commettre des crimes contre l'humanité. Ces margouillas se mettent à commettre des crimes de guerre. Ces margouillas se mettent à commettre le génocide à grande échelle, et la communauté internationale a des oreilles hermétiquement fermées. Non, chers amis, nous devons continuer à lutter pour pouvoir obtenir les indépendances de nos États. Et nous, je réitère encore ce que le Premier ministre canadien a dit. Oui, on dit souvent que la jeunesse c'est l'avenir de demain, mais en tout cas, ma pensée n'est pas comme ça. Nous voulons que les jeunes puissent être l'avenir de maintenant, puissent maintenant investir dans notre pays, ce n'est pas demain. Vous qui passez votre temps dans les prières, on ne vous défend pas parce que la prière c'est aussi une forme d'aller se ressourcer spirituellement, d'aller prendre des forces. Mais ne pensez pas qu'il y aura un Jésus qui va, vous allez voir, va descendre du ciel, va ouvrir les cieux pour venir vous apporter ce que vous êtes en train de faire. Non. Chers amis, réfléchissons. Voilà. Donc, rapidement, je vais voir si on a la chance de voir cette vidéo. Quand c'est une vidéo qui parle de Lumumba, vous voyez, et ce qui nous manque, et nous voulons un peu attisser, si vous voyez, ce côté combattant à nos jeunes, hein, parce que nous, quand nous disons combattant, il ne s'agit pas d'aller prendre des armes, mais nous devons utiliser la parole que Dieu nous a donnée gratuitement comme une arme puissante pour pouvoir libérer nos États, libérer nos populations. Donc voilà pourquoi nous luttons fermement. Nous sommes décidés de faire ce travail parce que nous nous sommes dit qu'il y avait tellement de l'injustice et ça ne sert plus d'aller se cacher des visages, mais c'est ce qui est vrai, chers amis. Ce ne sont pas tous les Occidentaux qui sont pour le pillage de l'Afrique. Il y a de ceux qui ont pris conscience, il y a de ceux qui disent bon, on peut arriver à développer nos pays, aussi à développer l'Afrique, avec un partage à égal, sans pourtant vexer les deux parties. Vous voyez, chers amis. Donc, il y a de ceux qui nous viennent avec des discours, il y a ceux qui sont clairs dans leurs discours quand ils nous parlent, et nous trouvons que c'est quand même des messages aussi assez forts que nous pensons qu'il est très nécessaire que nous partageons ces messages avec tous ceux qui pensent comme eux. Ouais. Patrice Lumumba, à l'époque, vous travailliez à la télévision pour 5 colonnes à la une, c'était la grande époque de 5 colonnes. Est-ce qu'à votre avis, il reste quelque chose du mythe Lumumba dans l'Afrique d'aujourd'hui? Ça dépend de ce qu'on appelle le mythe Lumumba. Si vous voulez, pour les Européens ou pour le monde occidental, Lumumba était considéré un peu comme le diable, un peu comme une espèce de magnétiseur dangereux, irresponsable. Bon, je ne pense pas que ce soit ça le vrai visage de Lumumba. Je crois que Lumumba était probablement le seul homme d'État possible pour l'Afrique. Je veux dire que... Chers amis, vous avez entendu ça?
Lumumba était certainement le seul homme d'État possible pour l'Afrique. Vous avez entendu, ça c'est un témoignage poignant. On va continuer la vidéo et nous allons continuer d'écouter ce que ces journalistes sont en train de nous dire. Il m'est arrivé de discuter très longuement avec lui à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait premièrement, aucune idéologie de type occidental n'est applicable à l'Afrique. On l'a accusé d'être communiste, on l'a accusé de marxiste. En fait, il disait, aucune idéologie n'est applicable à l'Afrique. L'Afrique doit trouver elle-même une forme de développement qui correspond à sa civilisation propre et, disons, à son mouvement ancestral. Il disait, les États ont été créés artificiellement en Afrique par les puissances coloniales. En fait, il balkanise un pays qui est basé sur des problèmes d'ethnie, qui est basé finalement sur une civilisation qui ne tient pas compte de frontières artificielles. Mais justement, est-ce que Lumumba, c'était pas le retour au tribalisme? Non, c'était pas ça, si vous voulez, dans son esprit. Pour arriver à proposer avec Kwame Nkrumah, peut-être, qui était à ce moment-là l'un des leaders du Ghana, de revenir sur comment dirais-je, une approche plus conforme à la civilisation de l'Afrique noire, qui est le fait de respect d'ethnie, mais qui s'étendent bien au-delà des États, y compris du Congo, si vous voulez, qu'on retrouve finalement dans toutes les... qui s'étendent sur toute la civilisation bantoue. Bon. Je crois qu'il était probablement l'homme qui, de part à la fois, c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement réfléchi, et qui avait effectivement un pouvoir et un poids sur l'ensemble du monde bantou, du monde africain, et qui aurait pu probablement aboutir au niveau de l'Afrique s'il n'avait pas été tué, assassiné, et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle il a été assassiné, aurait probablement changé le sort de l'Afrique. Bon, voilà, chers amis, avant que nous écoutions la deuxième partie, vous comprenez, vous avez tous compris la vision qu'avait Lumumba, mais en réalité, ce que nous remarquons, que l'Occident a éventuellement renversé cette pyramide, cette vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Occident a fait? Généralement, ici, nous parlons carrément de ceux qui nous ont colonisés, c'est-à-dire la France. C'est-à-dire, la France a renversé la pyramide de Lumumba, c'est-à-dire la France a sélectionné des ethnies minoritaires dans chacun de nos États. Ces ethnies minoritaires que la France soutient, vous voyez, que la France arme, que la France donne toutes les possibilités, et que ces ethnies minoritaires sont devenues des forces dominantes pour gérer le pouvoir. Et ces ethnies minoritaires sont protégées par la France parce que, tout simplement parce que l'accord que la France a signé avec ces ethnies minoritaires dans nos États, c'est l'accord des minerais, la gestion des matières premières. Vous voyez? Et donc, si vous voyez le Gabon aujourd'hui, ou encore, généralement ces ethnies minoritaires n'ont jamais eu l'existence originaire de ces États-là. Donc vous voyez que c'est des gens qui partent d'un autre pays, des gens qui se sont immigrés vers nos États et qui ont pris notre identité, vous voyez, et c'est des gens que nous avions donné de l'hospitalité et que ces gens-là deviennent des dominants parce que la France sait, en choisissant ces individus ou ces ethnies, la France sait que ces gens-là n'auront pas de pitié, n'auront pas de pitié pour le pays dont ils sont en train de vouloir assurer la gouvernance, vous voyez. Et donc c'est des gens qui seront toujours à la merci de la France, vous voyez. Si nous essayons de voir les origines douteuses de Joseph Kabila, on parle de Rwanda, de Sassou Nguesso, parce que le nom Sassou n'est pas un nom du Congo-Brazzaville, parce que quand nous rentrions dans l'histoire et dans la recherche, on nous dit Sassou a des origines, soit de la Côte d'Ivoire, ou du Bénin, ou du Nigeria. Vous voyez, chers amis. Prenons le Gabon, vous avez Ali Bongo, on dit
enfant adopté par Bongo, donc du Nigeria, vous voyez, chers amis, et déjà même Omar Bongo lui-même, hein, Omar Bongo, pour ceux qui ne savent pas, les gens disaient qu'il a même des origines du Congo-Brazzaville, vous voyez. Donc c'est des politiques qu'on a simplement mis en jeu pour pouvoir gérer et dominer l'Afrique. Et la France a donc compris, hein, ce sont ces ethnies. Alors que Lumumba, dans sa vision, hein, dans la vision qu'avait Lumumba, il avait dit, nous avions une autre culture, nous avions une autre façon de voir les choses. Il va falloir que l'Afrique puisse mettre en place son propre modèle de gestion et de gouvernance. Hein, c'est-à-dire que les limites artificielles qu'on nous a mis en place, de nous séparer, de nous diviser, hein, selon la conférence de Berlin de 1885, vous voyez, n'avaient pas de sens. Donc Lumumba, vous voyez beaucoup plus le côté panafricanisme, avec une banque centrale, une monnaie unique, avec tous ces pays sont ensemble pour gérer les minerais, vous voyez, un conseil des minerais d'Afrique pour gérer les minerais, afin de pouvoir empêcher l'Occident, qui était un véritable prédateur de mineurs, de nos minerais, pour pouvoir mettre la main là-dessus. Vous voyez? Donc à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement diabolisé Lumumba pour lui donner tout ce que vous connaissez, jusqu'à vouloir l'éliminer physiquement. Vous voyez, chers amis? Et éventuellement, les Kwame Nkrumah, tout ce monde, sont passés par le même chemin. Vous voyez, chers amis? Donc, mais tout cela, quand nous voyons la domination, la destruction, c'est beaucoup plus dans l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone. Mais les Anglais ont compris, parce que quand nous essayons de voir les deux grands groupes qui ont été mis en place, notamment la francophonie et le Commonwealth, les Anglais ont compris, hein, ils ont compris qu'il faut donc libérer les économies, encourager la démocratie et encourager le développement afin de pouvoir ramener des systèmes de gestion et de paix dans les anciennes colonies. Aujourd'hui, nous voyons l'exemple du Ghana, c'est un exemple, hein, d'économie. Nous voyons aujourd'hui des pays comme le Libéria qui vient par exemple de voter le footballeur George Weah, qui montre un véritable exemple de démocratie, hein, pour des pays d'Afrique, francophones d'Afrique centrale, où vous avez des gens qui ont mis quasiment des décennies et des décennies au pouvoir. Prenons le cas de Sassou, prenons le cas de Biya, prenons le cas de Déby. Aujourd'hui, vous avez Bongo qui est en train de partir quasiment à plus de 10 ans, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que il faut que nous puissions lutter, réellement lutter, que la jeunesse africaine puisse s'inspirer de l'idée qu'avait Lumumba afin de libérer nos États, parce que si nous ne luttons pas, ce sera la perdition de l'Afrique, éventuellement la destruction de nos États, et éventuellement de nous, le Bantou, parce que le français a tellement bien étudié le Bantou, hein, ça dit que le Bantou, c'est un être gentil, non violent, hospitalier, il a de l'hospitalité, il ouvre les portes, et voilà, on profite, hein, de ça. Mais à la place, au lieu de nous aider à s'auto-construire, à développer nos économies, à développer nos États, ils se sont simplement décidés de nous détruire et de tout prendre gratuitement. Voilà, donc on va continuer le deuxième sur Lumumba et nous allons écouter ce que ce monsieur va dire. Vous êtes arrivé ici à Bruxelles, vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez conduit à Gand, à Liège, ici à Bruxelles, au siège des Amis de présence africaine. Il a à tenir plusieurs conférences. Et beaucoup posaient des questions à tendance communiste à Patrice Lumumba, au point qu'il y a eu même une question lui demandant comment allait la lutte de classe sociale au Congo. Dites-nous, est-ce que Lumumba était communiste? Oui, dans ça, c'est dans la presse européenne, dans Europe Magazine, dans la presse de droite, etc., déjà depuis longtemps, on disait que Lumumba est un communiste, il est payé par Moscou, etc. Bon, Patrice n'avait jamais lu de Lénine, de Marx, Engels, Lénine, il ne connaissait rien au marxisme, il n'était pas du tout communiste. Mais ce qu'il faisait, avec moi d'ailleurs, moi je l'ai conduit à l'ambassade américaine, après j'allais le conduire à l'ambassade soviétique, et puis j'allais le conduire chez les Wallons, et puis chez les Flamands, et puis chez les catholiques, et puis chez les francs-maçons, et puis, bon, ça c'était l'esprit de Patrice. Les gens
ne croyait pas ça. Mais il n'a jamais été communiste, il l'a déclaré d'ailleurs plusieurs fois à la radio et à la télévision. Mais n'oublions pas, c'est la guerre froide aussi. Hein. Quand, c'est ce que j'expliquais tantôt, quand les Américains disent on envoie des empoisonneurs pour le... Les gens ont une trouille terrible de voir l'Union soviétique s'emparer de l'Afrique. Parce que si jamais c'est Moscou qui vient diriger Léopoldville et le Katanga, alors là vraiment ça devient une tragédie universelle. Hein. Ça veut dire que pour tous les gens de l'OTAN, pour tous les pays occidentaux, ce serait quelque chose de terrible. Donc, comment en plus, Patrice n'a pas l'air de jouer le jeu des Américains, pas l'air qu'il a l'air vraiment indépendant, donc ça donne une image de peur et d'angoisse dans le monde anglo-américain, où on se dit, oui, il faut faire attention, il ne faut absolument pas que les Russes viennent avec l'Union soviétique gouverner l'Afrique noire. Et c'est pour ça qu'on accélérait l'image dans la presse en disant Lumumba est un agent de Moscou, Lumumba travaillait avec les communistes, ce qui n'était absolument pas vrai. Bon, on va écouter. Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Bon, voilà, chers amis démocrates du monde entier, nous venons là d'écouter le discours d'un grand homme d'État qui est Patrice Lumumba. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous voulons simplement éveiller la conscience des jeunes Africains sur le danger imminent qui est en train d'arriver à l'Afrique. Vous avez entendu, Lumumba a dit qu'il n'était jamais un communiste. C'est quelqu'un qui pensait à son pays, comment gérer les matières premières, penser à son citoyen, à son compatriote, éventuellement penser à ses voisins, parce que vous voyez, vous ne pouvez pas rester chez vous, manger tranquillement pendant que vous savez à côté, le voisin est en train de mourir de faim. Vous voyez, chers amis, c'est ce côté de haine qu'il va falloir que nous puissions enlever en nous pour pouvoir libérer nos États. Et nous le disons par plusieurs fois que nous ne sommes pas contre tout ce que les gens veulent nous dire, ah oui. Mais vous voyez, chers amis, le défaut c'est quoi? Ceux qui dominent les autres, la race qui veut dominer les autres races, a toujours tendance à vouloir diaboliser ceux qui veulent dire la vérité. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? On vous colle l'étiquette de terroriste, on vous colle l'étiquette de quelqu'un qui, si vous voulez, parle de la xénophobie, on vous colle l'étiquette de quelqu'un qui attise la haine, qui attise la destruction, qui attise la violence. Mais en réalité, vous êtes seulement un homme qui dit la vérité, qui dit les choses comme vous le voyez. Parce qu'il y a des gens qui sont nés comme ça. Et c'est le caractère que j'ai. Je suis né sur cette terre pour dire la vérité. Pour dire, moi, je n'ai jamais eu froid aux yeux. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, je le dis. Et je n'ai pas envie d'aller me cacher derrière le mur pour pouvoir le dire. Je vous le dis en face. Que vous soyez mon directeur, que vous soyez l'homme le plus puissant, je vous le dis en face. Et certainement, les gens vont toujours me dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est-à-dire quand ils sentent qu'il est dérangé au fond du cœur, ils n'attendent pas 10 minutes, mais ils vous le disent, mais dans le contexte de la politesse. Vous voyez? Mais la race qui domine, qui veut le dominer, a toujours tendance à penser que dire la vérité, c'est nuire. Dire la vérité, c'est pouvoir les empêcher de pouvoir récupérer les matières premières. Nous ne sommes pas contre la gestion de nos matières premières, le partenariat de matières premières. Mais nous voulons que cette gestion puisse être faite avec la clarté, avec ce qu'on a dit, la comptabilité, que tout le monde est capable de savoir où part le pétrole congolais,
Pourquoi la France doit prendre le pétrole congolais? Pourquoi la France doit armer Sassou? Pourquoi la France doit protéger Sassou alors que les crimes sont en train de se commettre? Nous, ce que nous voulons que la France puisse aujourd'hui savoir que Sassou a commis des crimes de guerre contre l'humanité. Et pourquoi Sassou ne se retrouve pas à la Cour pénale internationale de justice comme le président Laurent Gbagbo? Pourquoi la France ne vient pas bombarder Oyo comme ils ont bombardé militairement le palais du président Laurent Gbagbo à Abidjan en tant que président ivoirien? Il y a eu un conflit de discussion électorale, bien sûr, mais est-ce que la France avait ce pouvoir d'aller bombarder? Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela, chers amis. Nous sommes là pour réveiller les consciences, que les gens comprennent que nous devons forcément dire la vérité pour se libérer, et nous ne sommes pas là pour attiser la haine, pour attiser, pour pousser les gens à la violence, mais nous sommes là pour que au moins la vérité puisse être dite et que nous ayons une justice équitable, pas une justice à deux vitesses. Et c'est d'ailleurs que c'est ce qui me permet de venir à mon deuxième sujet. La justice française est devenue une justice à deux vitesses. Nuitamment, le criminel Ndengue a été sorti de la prison. Une décision qui revenait droit du palais de l'Élysée. Ndengue se fait exfiltrer alors qu'il y a des grands juges français qui voulaient bien l'écouter, l'auditionner. Il a été fait exfiltrer au Congo-Brazzaville. Nous voyons aujourd'hui dans l'affaire Comis Impex, cette entreprise américaine, des biens du régime criminel et dictatorial de Sassou ont été saisis en France et de sa famille, mais une autre cour de justice de la France vient donc pour pouvoir libérer tous ces biens. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela qui nous dit, sur quelle base cette justice va-t-elle vouloir libérer ce bien, restituer ces biens au Nguesso? Alors que nous savons que des biens mal acquis existent, l'économie du Congo a été volée, l'argent du Congo est caché dans des paradis fiscaux. Vous retenez les gens dans votre territoire, des gens comme les Rodolphe Adada, qui ont investi de l'argent dans des paradis fiscaux, l'argent du Congo, vous ne n'ouvrez aucune enquête. La justice française est simplement une justice à deux vitesses. Vous voyez? Donc vous voyez, du point de vue financier, quand vous voyez l'ambassadeur de France va voir Sassou pour lui garantir qu'ils vont travailler pour qu'ils puissent obtenir l'argent auprès du Fonds monétaire international. L'officier français qui garantit la protection militaire du régime Sassou, c'est de la même façon que les recommandations viennent donc éventuellement du système politique de la France pour aller donc libérer une façon de pouvoir essayer de sauvegarder Sassou, parce que si tous ces biens sont confisqués, ça veut seulement dire que du point de vue financier, Sassou va être asphyxié. Alors que vous avez, l'homme a créé l'apocalypse économique qui s'est transformé en Armageddon économique au Congo-Brazzaville, que nous avons l'habitude de dire que ça va être encore pire parce qu'avec l'inflation qui va arriver dans les jours qui vont venir, vous voyez bien que la France se mobilise pour pouvoir sauvegarder ce temps. Vous voyez, chers amis. Et nous voulons que la France sauvegarde le Congo et non l'individu Sassou, et non la famille Sassou. Parce que c'est des gens qui ont commis des crimes reconnus par l'ensemble des Congolais. La France, qui est donc la France pour aller protéger un homme? Le Congo n'appartient pas à la France. Et c'est ce que nous lutterons, et nous lutterons toujours. Vous assassinez un Bernard Pongui, il y aura 20 millions de Bernard Pongui qui sortiront, qui seront encore plus durs que le Bernard Pongui que vous avez assassiné. Vous avez certainement assassiné le Lumumba, assassiné le Thomas Sankara, mais là vous faites face maintenant à une véritable résistance, parce qu'on vous le dit, vos politiques d'exclusion de la jeunesse est en train d'exploser la bulle. Vos politiques d'exclusion de la jeunesse, je le répète, vos politiques d'exclusion de la jeunesse est en train d'exploser les bulles. Et cette bulle, quand ça va exploser, ça va être difficile pour la France dans les années à venir. On vous le dit, d'ici 2050-2030, la France va arriver à une véritable crise économique parce que la France va perdre l'Afrique. Parce que les jeunes Africains sont debout pour enlever tous vos préfets, des reptiliens de prisons poubelles que vous avez mis à la tête des États, qui sont en train de piller les économies des États, qui sont en train de piller l'avenir, qui sont en train de détruire la jeunesse. Et vous faites maintenant face à une jeunesse qui est debout, qui n'acceptera plus jamais. Cette jeunesse qui est prête à mourir, vous voyez, cette jeunesse qui arrive à traverser, à prendre tout le risque, à traverser la Méditerranée pour aller chercher la vie. Mais quand cette jeunesse se retrouve étouffée sur son propre territoire, alors ça va être une véritable bombe nucléaire qui va s'exploser. Voilà pourquoi nous venons ici, pour donner ce genre d'idées
ce genre d'idées pour que nous n'arrivions pas à ça, pour que nous puissions essayer de rectifier le tir afin que le pire n'arrive. Ne pensez pas que vous gagnerez ce combat parce que vous faites face à des minorités qui représentent quasiment 99% des populations dans ces États. La jeunesse africaine est la plus jeune du monde, vous voyez, dans les 100 000 ans qui viendront. Et vous ferez face à des véritables résistances, ce qui arrivera même à toucher à l'intégrité physique des gens. Et nous voulons éviter d'arriver à la violence. Voilà pourquoi nous venons en tant que lanceurs d'alerte. Trouvons des nouveaux modèles de développement, trouvons des nouveaux modèles d'inclusion de la jeunesse afin de faire le partage égal de l'économie. Nous sommes des cerveaux penseurs et nous sommes prêts à travailler avec vous. Seulement vous devez mettre dans votre tête que nous ne pouvons plus accepter la domination de votre race sur nous parce que nous avons les mêmes capacités. Parce que nous sommes généralement même plus intelligents que vous. Vous voyez, chers amis. Nous avons été formés dans les mêmes écoles que vous et nous avons été même les élites des écoles que nous sommes partis avec vous. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir ensemble, regarder dans quels moyens nous allons diriger, refaire et éventuellement les échanges de la technologie, les investissements dans nos États afin de permettre à cette jeunesse-là qui peut devenir la bombe nucléaire de demain à pouvoir les occuper aujourd'hui et travailler ensemble. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous venons tous les jours parler de ça. Donc, rapidement, nous allons clôturer par un petit discours que j'ai trouvé que c'était nécessaire de vous écouter. Une façon pour dire que nous n'accepterons plus jamais ce genre de comportement que la France est en train de faire en Afrique. Et voilà pourquoi nous accusons la France. Et c'est maintenant ou jamais. Nous, on a cru que bon, avec un jeune à la tête de la France, il était peut-être nécessaire de rectifier ce tir, mais nous nous rendons compte que ce jeune à la tête de la France est venu pour continuer sur le pas de Gaulle, de Mitterrand, de Hollande, de Sarkozy. Mais tout ce monde représente des criminels, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, et que ces gens ne peuvent pas être jugés parce qu'ils ont seulement la peau qui est différente de la nôtre. Et nous nous disons non, nous devons avoir une justice égale. Tous ceux qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, doivent être conduits à la justice devant les juges, condamnés, éventuellement condamnés. Et ceux qui sont innocents, vous devez simplement les libérer. Le général Mokoko doit être libéré. On vous le dit. Ça ne sert à rien de dire à Sassou de garder Mokoko en prison. Alors Mokoko n'a jamais commis aucun crime. Okombi n'a jamais commis de crime. Vous voyez, chers amis. Les journalistes François Fortuné Ndombe n'ont pas commis de crimes. Vous voyez, chers amis. Les Libongo Ngoka n'ont pas commis de crimes. Les Makaya, certainement vous l'avez accusé, mais il a épurgé sa peine de prison. Donc tous ces mondes n'ont plus leur place dans la prison. Mais pourquoi vous continuez à supporter un homme que vous savez qu'il y a des prisonniers politiques? Parce que là c'est prouvé, le cas de Makaya peut prouver que tout ce monde sont bien des prisonniers politiques. Vous voyez, chers amis, nous ne pouvons plus accepter ça. Vous voyez, donc vous acceptez qu'on tue les Congolais, qu'on massacre les compatriotes dans les départements de Poul, 380 000 populations massacrées, on peut dire 200 000 massacrées, 100 000 et qu'elles se retrouvent dans une vie difficile dans un autre département, et la France est là pour continuer à supporter. Non, chers amis, nous n'accepterons plus ça, et nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle pour retrouver cette liberté. Voilà, donc nous allons clôturer par cette vidéo là qui est généralement le président Laurent Gbagbo, et nous allons écouter tous le témoignage du président Laurent Gbagbo, ce qu'il disait aux journalistes de Radio France Internationale, et nous allons clôturer par une petite photo pour donner un petit conseil à nos évêques du Congo. Donc allez, rapidement on va écouter, et nous allons donc écouter ce que... Bonjour Monsieur le Président, je suis très ému de vous avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir? Un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que les négociations avancent? Vous allez un peu trop vite en besogne. Je vais vous décrire ce qui s'est passé.
semaine dernière, oui. Les forces de Ouattara, que nous appelons ici les rebelles, mais bon, vous n'êtes pas obligé de partager notre terminologie, ont pris beaucoup de villes en Côte d'Ivoire et sont rentrés à Abidjan. Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan, et donc s'apprêtait à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays, hier, lundi, la France a obtenu des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale du Côte d'Abidjan. Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous pensez que la France a outrepassé le mandat que lui donnait la résolution de l'ONU? Ah ben, écoutez, moi je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Or, hier lundi, la France est rentrée directement en guerre contre nous. Avant cela, elle était en guerre contre nous, mais de façon indirecte. Elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre, elle les armait, elle leur donnait des munitions. Mais hier, c'était vraiment la seule fois où la France est rentrée directement en guerre. Il y a toutes les sources à munitions de l'armée d'Abidjan ont été bombardées. Le palais de la présidence a été bombardé. La résidence du chef de l'État a été bombardée pendant que je m'y trouvais. La télévision nationale a été vraiment détruite. La radio aussi, etc. Donc... Mais vous-même, vous... Bon, voilà, chers amis, bon, vous avez suivi là le discours du président Laurent Gbagbo, son interview sur la Radio France Internationale. Vous avez écouté de vous-même comment il explique le scénario qu'il a vécu à Abidjan. Vous avez entendu vous-même, l'armée française était carrément rentrée en guerre. Éventuellement, le Marguya Ouattara avait son arbre, protégé son arbre. Et cet arbre ne le protégeait pas simplement, mais cet arbre était obligé d'envoyer des racines qui partent des racines pour que ces racines puissent détruire la fondation qui était la Côte d'Ivoire. Donc ces racines sont parties, éventuellement ces racines représentaient simplement l'armée militaire française qui était donc obligée d'aller bombarder les sites stratégiques de la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que le mandat de l'ONU qui avait été donné au casque bleu a été simplement violé par Nicolas Sarkozy et qui donc a commis des crimes de guerre en Côte d'Ivoire mais qui se trouve en liberté. À la place, l'innocent Gbagbo se retrouve à la CPI et c'est ce que nous condamnons fermement. Voilà, donc c'était ça, chers amis. Ce même parapluie, nous le voyons au Congo. Ceux qui commettent des crimes, parce qu'il faut le dire, Ouattara a commis des crimes. Les Guillaume Soro, les Komono Wacho, tout ce monde, ils ont commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Mais les vainqueurs, ceux qui ont commis des crimes sont en liberté, ils jouissent. Et les vaincus, simplement, ceux qui défendaient la nation, se retrouvent en prison. Nous parlons ici, nous voulons ici parler de Laurent Gbagbo, avec Blé Goudé, que d'ailleurs que je salue en passant, que si jamais Blé Goudé a la chance de voir cette vidéo, il a un soutien indéfectible parce que ce sont des jeunes africains que nous devons soutenir, des jeunes qui ont une vision de libérer leurs États parce qu'ils vendent l'Afrique d'une manière moins chère aux puissances étrangères et comme on l'a dit, nous ne sommes pas contre ces puissances mais qu'ils doivent venir pour gérer et partager, faire des partages égal. Voilà. Donc, rapidement, nous allons terminer par un grand conseil que nous voulons donner aux évêques du Congo-Brazzaville. Regardez cette photo, chers amis.
les évêques du Congo, tous souriants, avec l'homme qui tue leur peuple. Et comme vous le voyez, chers amis, et ça c'était quand le secrétaire du Vatican avait été envoyé à Brazzaville. Vous voyez, c'est ce monsieur à côté, tous joyeux. Des pauvres traites. L'église est devenue la traîtrise de ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. L'église catholique, l'église protestante, les Kimbanguis, les églises les réveillent, sont en complicité avec Sassou pour tous les crimes de sang, les crimes économiques. Aujourd'hui, le tapis rouge est déballé dans toutes les églises pour recevoir l'homme qui a des mains, tout le corps bourré du sang des fidèles de cette église. Tout ce monde que Sassou est en train de massacrer dans le département du Pôle, tous ces jeunes que Sassou est en train de tabasser, mais représentent à 90% sont des catholiques. L'église catholique au Congo est complice des crimes. Autrefois, le Monseigneur Portela l'a dit d'une manière claire sur les médias, la Radio France Internationale, sur les bombardements du Pôle. Et il s'est interrogé. Comment on peut arriver à bombarder les écoles, à bombarder des maisons, là où vivent des civils? Mais qu'est-ce que vous avez remarqué depuis le voyage du secrétaire général du Vatican au Congo-Brazzaville? Tous ces prêtres ont hermétiquement fermé leur bouche. Sa ligne derrière Sassou ouvre grandement les portes de l'église à Sassou. Un véritable assassin, un véritable diable. Donc vous voyez, chers amis, ces mêmes fidèles qui contribuent au développement de l'église catholique, à l'épanouissement de l'église catholique, au Vatican, à la gestion du Vatican, à l'argent du Vatican, négligent leurs fidèles, ceux-là qui contribuent, ceux-là qui donnent ce que nous appelons les mabonza, ceux-là qui nourrissent les prêtres, ceux-là qui nourrissent les dirigeants catholiques. Vous voyez, chers amis, c'est maintenant ou jamais que l'église catholique du Congo-Brazzaville peut essayer de se ressaisir à l'image de leurs amis de l'église catholique en République démocratique du Congo, que vous voyez que l'église catholique se dit non, nous ne pouvons plus laisser les imbéciles continuer à massacrer, les imbéciles continuer à priver les gens de la liberté, les imbéciles continuent de priver les gens de la justice, les imbéciles continuent d'utiliser la barbarie comme un moyen de subsistance. À tout Monseigneur Batantou, lui Portela, tout ce monde que nous connaissons, de l'Abenkala, tout ce monde, il est temps que l'église catholique se ressaisisse. En même temps, nous appelons l'église évangélique du Congo. Bon, au temps, c'était Pasteur Souramé, je ne sais pas qui est devenu le président de cette église. Nous nous disons, les convictions de l'église protestante, c'est de lutter pour les minorités. C'est de lutter pour la survie du plus faible. Mais où sont donc parties les valeurs protestantes de l'église au niveau du Congo? Je suis né protestant, mes parents sont nés protestants. Et moi, je me suis même désisté de cette église parce que nous ne pouvons plus accepter l'église qui ne voit plus les valeurs universelles de ces populations. Mais l'église qui est devenue, qui est maintenant en train de suivre la main du diable, qui est en train de payer maintenant pour l'église. Nous avons vu les centenaires fêtés par l'église protestante au niveau de Muyonzi. C'est la femme de Sassou qui est allée contribuer. Non, chers amis, ce n'est pas parce que vous avez des gens qui prennent l'argent de l'État, qui donnent à vos églises, que vous devez maintenant les soutenir. Vous ne regardez plus les crimes qui sont en train de commettre. L'église, dans ses capacités morales, devait refuser l'argent de ceux qui commettent les crimes. C'est comme si, moi je suis un voleur, je vais aller voler, et je vais donc donner cet argent à l'église, et l'église va prendre, alors que l'église sait que cet argent, je suis allé le voler à la banque. Non, chers amis. Voilà pourquoi nous le disons, que ce soit les églises de réveil, le jour où nous verrons le nouveau Congo, chers amis, le Congo va devenir un pays où il n'y aura plus d'église. Ça c'est la réalité, mais enfin, ça c'est des choses que nous allons regarder, nous allons regarder, mais
c'est l'éveil de la conscience. Regardez ce que les amis sont en train de faire en République démocratique du Congo. L'Église n'a plus de leadership. Vous voyez? Regardez, toutes les fois que ces gens-là organisent des, comment on appelle, des retraites spirituelles au niveau du Congo, il y a des millions et des millions de Congolais qui partent de partout au travers du Congo pour venir à ces retraites. Pourquoi vous ne pouvez pas organiser ce genre de choses? Révolution populaire, l'Église est impliquée, prend le leadership pour descendre des gens comme des criminels. On vous voit là, à tout moment, avec Sassou, dans l'image. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente ici, là? Hein? Quelle est la valeur de l'Église ici? Non, chers amis. Ayons la conscience. Et nous sommes ici pour dire la vérité, rien que la vérité. Et par ça, nous mettons fin à ce direct, excusez-moi, que Dieu nous bénisse. Et la lutte continue. Je sais que plusieurs Congolais disent toujours oui, et même les Français, hein, parce que pas mal de gens sont en train de nous suivre. Là où je vais avec mon véhicule, je vois toujours un véhicule derrière qui est en train de m'espionner, qui est en train d'espionner ma famille, qui est en train d'espionner mon épouse. Les intimidations partent maintenant de partout. Mais je vous dis ceci, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, et tous ceux qui sont en train de nous suivre, excusez-moi, chers amis, rien ne me fera reculer. Je ne serai ni intimidé par qui que ce soit. Donc, vous pouviez continuer à nous suivre partout où nous allons avec les véhicules, ou partout où mon épouse bouge avec son véhicule. Vous allez continuer de les suivre. Mais rien ne me fera reculer, chers amis. Nous allons mourir dans la dignité. Et nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas des criminels. On n'a jamais tué, on n'a jamais volé. Nous ne faisons que dire la vérité. S'il faut mourir en disant la vérité, chers amis, je suis prêt à mourir. Spirituellement, je suis préparé à ça. Et quant à Sassou, je l'ai toujours dit, nous nous battons par tous les moyens. Sans soutien financier de la France, sans soutien militaire de la France, tu dois le savoir. Voilà pourquoi vous voyez, la France est allée renforcer Sassou militairement. Ils ont mis la technologie tout autour de Sassou parce qu'on sait, ils savent que nous sommes en train de travailler avec les plus puissants. Les plus puissants. Mais, chers amis, le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et quand le temps de Dieu va frapper, personne ne pourra arrêter. Ni les services secrets français n'arrêtera ça. Que Dieu nous bénisse et la lutte continue. Merci d'avoir suivi le direct et merci de l'avoir partagé. Merci de le partager. Et nous savons que ça a pris du temps, mais c'est aussi ça, le direct. Allez, merci, allez, au revoir.